négrière est un circuit marchand qui a pour fonction donc d'acheter des esclaves en Afrique et de les transporter en direction des colonies. Dans les colonies, ces esclaves vont être vendus aux enchères, achetés par les colons et être utilisés pour leur force de travail. En échange de la vente de ces esclaves, eh bien, les bateaux repartent chargés de denrées coloniales qui vont donc être ramenés en direction de la France ou de l'Europe, être vendus et faire à ce moment-là les richeurs des grands négociants français et européens. Nantes a été la capitale française de la traite négrière. À peu près 45% du tonnage global de la flotte négrière était nantais. C'était donc des navires construits à Nantes, équipés à Nantes, possédés par des Nantais, qui ont déporté d'Afrique aux Amériques à peu près 500 000 captifs noirs. Nantes était donc au XVIIIe siècle le premier port négrier français, loin devant Bordeaux. Et le deuxième en Europe, souvent derrière Liverpool. Un armement négrier coûte 3 fois plus cher qu'un armement en droiture. Le premier acteur, ça va être l'armateur. L'armateur va essayer de trouver des associés financiers. Le premier de ces associés, ça va être le capitaine. De cette manière, quelque part, il va pouvoir s'assurer que le capitaine qu'il recrute va du coup faire un très bon travail. Et il va pouvoir trouver des associés, soit locaux, par exemple dans le port de Nantes, ou dans d'autres ports français, ou d'autres villes, ou bien également des colons dans les colonies qui prennent part à ces armements, des hommes, des femmes, différentes typologies d'investisseurs. Nantes a joué un rôle là, dans une économie monde. Nantes a joué un rôle dans une longue histoire de 3 siècles qui a mis en relation 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. La part de Nantes était éminente et c'est de ce point de vue-là que nous nous plaçons pour faire de l'histoire. Mais à tous les échelons de la traite négrière, l'Europe tout entière est complice. C'est un crime européen. Nantes bascule dans le commerce négrier. Finalement, les esclaves vont devenir la marchandise clé utilisée par les négriers nantais pour obtenir les denrées coloniales. Parce qu'on a les indiennes, les toiles de coton. On a également une deuxième marchandise qui sont ces armes à feu. On va donner les moyens à des grands chefs africains, des rois africains, de continuer à mener des guerres et des guerres de plus en plus efficaces pour faire de plus en plus de prisonniers pour pouvoir répondre à cette demande croissante en esclaves de la part des négriers européens. Et puis également, on avait une troisième marchandise, c'était l'alcool. Les vins de la vallée de la Loire transformés en alcool, en eau de vie, en alcool fort. En Afrique, les bateaux négriers abordaient successivement à plusieurs points de la côte pour traiter les Noirs, c'est le terme historique. Leurs interlocuteurs, ça pouvait être soit des négociants européens installés sur place, soit quelques négociants arabes, soit quelques chefs africains qui pratiquaient la traite pour leurs propres bénéfices. Et ça, bon, c'est bien établi maintenant, aussi bien pour le Bénin que pour la Côte d'Ivoire, etc. Mais il y a eu quelques réticences, effectivement, à reconnaître la part des chefs africains dans cette traite négrière. Disons qu'au fil du temps, les capitaines ont essayé de réduire au maximum le taux de mortalité. Évidemment, le but, c'est de perdre le moins possible d'esclaves. C'est un investissement, ils ont été achetés en Afrique. Il faut remporter le plus grand nombre possible d'esclaves en bon état pour qu'ils aient une valeur marchande importante puisqu'ils sont destinés à être vendus. À Nantes, aux archives départementales, il y a, je crois, une lettre d'un négociant qui refuse de mettre de l'argent dans ce commerce d'hommes. Tous les autres Nantais se ruent, quand ils en ont les moyens, pour acheter des parts de navires négriers, etc. Et ce sera encore pire après 1815. Quand la traite sera interdite, tous les milieux d'affaires locaux vont participer à la traite en payant les assurances, en signant des contrats, etc. Les résistances nantaises, sans doute il y en a eu, hein, mais elles sont minimes. Nantes est une ville négrière en profondeur à l'époque. Les résistances, elles sont extérieures, notamment par exemple l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire, dans ses mémoires, nous raconte que les armateurs nantais avaient, comme on dirait maintenant, lancé un contrat sur sa tête et promettaient une forte somme d'argent à qui l'assassinerait. C'est la voie de la fortune, donc ça rapporte beaucoup d'argent, ça permet de rester noble ou de s'anoblir,
Et c'est cette attitude que les Nantais vont retrouver après 1815, quand la traite sera interdite, et que les Nantais vont continuer, dans la plus grande illégalité, à déporter les Africains vers les Antilles. Alors sur ce portrait, on découvre une jeune femme en train de percer l'oreille de son esclave. Cet esclave est un domestique, il porte la livrée de domestique. Et donc à l'époque, il était très à la mode d'accrocher une créole à l'oreille de son esclave. Alors, on pourrait penser que cette scène se passe dans les colonies, ce qui serait logique, puisque l'esclave est une force de travail et destiné à être présent dans les colonies, sauf que cette scène, vraisemblablement, se passe en métropole. D'Orbrook, un personnage très important à Nantes, a un gros navire négrier qui s'appelle le Renard. Ça, c'est très classique, hein, il transporte 500 captifs. Mais à côté du Renard, il équipe un petit navire qu'il appelle d'ailleurs le Furet. Et avec le Furet, il déporte une douzaine d'enfants d'une dizaine d'années à toute vitesse d'Afrique vers Saint-Domingue. Et là, c'est plus la force de travail qui intéresse, c'est l'enfant comme animal de compagnie. De tout cela, c'est l'exploitation de la force de travail, une histoire d'argent, mais qui prend après des aspects beaucoup plus vicieux, pernicieux, si j'ose dire. Au-delà de cette simple exploitation, il va y avoir construction d'un argumentaire à caractère raciste. En 1998, cette statue réalisée par l'artiste Lisa Marco Derroir a été érigée au niveau du quai de la Fosse dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Puisque vraisemblablement, quelques personnes n'étaient pas encore prêts à regarder ce passé négrier ou même simplement en entendre parler. Du coup, la statue a été enlevée du paysage urbain nantais et les conservateurs ont souhaité faire rentrer cette statue dans les collections du musée afin de témoigner de l'état de la mémoire nantaise en 1998 et quelque part bien, montrer tout le travail qu'il restait encore et qu'il reste toujours à accomplir, à continuer. Ce n'est pas parce qu'on a aboli l'esclavage qu'on a aboli toutes les formes d'esclavage et qu'on a aboli toutes les exploitations de l'homme par l'homme. La lutte contre l'esclavage, nous espérons y jouer un rôle dans la lutte contre le travail des enfants, par exemple. On n'est pas que des vieux croutons d'histoire.